Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui a donc pour thème les résultats semestriels de la société Afiren. Donc, vous voyez à l'écran, il y a Nicolas Sordet, le directeur général de l'entreprise, Maxime Cordonnier, le directeur financier, et Caroline Pettini, donc la directrice RSE, communication et affaires publiques. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, je pourrai les retransmettre soit à Nicolas, soit à Maxime, soit à Caroline. Enfin bref, un des trois prendra la parole pour vous expliquer un petit peu, enfin, du moins pour vous répondre. Alors, juste bonjour déjà Nicolas, bonjour Maxime et bonjour Caroline. Juste avant de commencer donc de cette présentation, c'est vrai, donc des résultats semestriels, est-ce qu'on peut remonter un petit peu en arrière et nous expliquer un petit peu donc les métiers ou le métier de Afiren. Alors, on sait qu'il y a eu l'introduction en bourse le 1er octobre 2021, hein, d'accord. Voilà, et donc, il y avait à l'époque des objectifs de cette IPO hein, qui étaient de préparer les prochaines unités industrielles, c'était créer de nouvelles unités, notamment de production, etc. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de l'entreprise? Et puis ensuite, bien sûr, on parlera des résultats semestriels. Bonjour Christian, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors Christian, on a justement dans notre présentation, on a une petite récap un petit peu de l'historique. Pour rappel, simplement quand même en 2 mots, l'idée initiale d'Afiren était de produire de façon naturelle des ingrédients, des molécules qui sont faites d'habitude par la pétrochimie, et ce pour servir une multitude de marchés industriels. On va refaire une petite récap de l'historique en quelques mots sur la slide suivante. Mais voilà, l'idée c'est d'apporter quelque chose de nouveau à nos clients, totalement innovant, et de pouvoir faire bénéficier justement aux clients finaux une offre plus naturelle et plus bas carbone. Un point sur cet été, nous en tant que Français, évidemment, on n'a pas raté l'événement principal qui était les Jeux Olympiques, mais en parallèle de tout ça, on a aussi battu des records malheureusement historiques et qui sont pas très positifs. C'est sur la moyenne globale des températures au niveau mondial. Ouais. Et tout ça, ça montre que malheureusement la courbe continue de monter et que notre finalement civilisation à un moment donné va être obligée de s'adapter. Et donc, ça va passer par des technologies et des approches beaucoup plus bas carbone et plus respectueuses de l'environnement. Donc, justement, Afiren propose, avec une solution totalement innovante et très biosourcée et en se basant vraiment sur la biomasse, va pouvoir bénéficier de cette approche-là, qui est une tendance de fond. Alors, parfois, qui est plus à la mode à certains temps qu'à d'autres, mais dans la réalité, et nous, on le voit avec nos clients, on y reviendra un petit peu plus tard, la demande pour ces produits-là dans un switch de mode de production. Afiren a toute sa place et des opportunités énormes puisqu'aujourd'hui, toutes ces molécules sont faites quasiment exclusivement par la pétrochimie. Donc justement, aujourd'hui, les molécules que nous produisons, les ingrédients que nous produisons, voilà, existent dans le marché. C'est un marché, on l'a dit, de plus d'environ 12 ou 13 milliards de dollars par an. Donc c'est un marché qui est important et qui est aujourd'hui à 99%, même un peu plus, finalement trusté par cette pétrochimie issue donc du pétrole. Et la proposition d'Afiren, c'est d'apporter les mêmes types de molécules avec les mêmes caractéristiques et surtout la même performance, mais dans une logique totalement biosourcée et bas carbone. Et c'est ça qui fait la différence. En gros, on apporte la même compétence finalement de notre produit, la même performance, mais avec une spécificité très différente. Et donc sur ça, on pilote pour cet objectif à la fois notre sourcing, notre production et notre distribution pour offrir à nos clients la meilleure empreinte. Et donc, Afiren, c'est pas simplement des molécules biosourcées, c'est aussi une approche globale de décarbonation, soit en utilisant des énergies qui sont moins émettrices, et c'est souvent le cas dans les industries qui sont installées, mais Afiren va au-delà. C'est aussi par le développement de son procédé industriel et par finalement son approche globale basée sur des coproduits industriels et surtout agricoles, de nous permettre d'avoir une offre bas carbone, puisqu'aujourd'hui, on divise par 5 les émissions de CO2 par rapport à nos concurrents pétrosourcés. Donc finalement, c'est pas fondamentalement que l'énergie, mais c'est une offre globale, totalement intégrée, qui nous permet d'avoir cet avantage concurrentiel, parce que c'est un avantage concurrentiel par rapport à la pétrochimie. Donc un petit peu pour rappel, Christian, vous nous demandiez un petit peu finalement l'historique. On n'est pas encore dans l'historique, mais simplement déjà le procédé, il est assez simple. L'idée, c'est d'avoir quelque chose le plus circulaire possible. Quelque chose qui nous permette d'utiliser non pas une récolte, mais des résidus de l'agro-industrie. Et donc ça, c'était vraiment philosophique.
Et ces coproduits, finalement, en quelque sorte, même on pourrait aller jusqu'aux biodéchets ou aux déchets, et c'est l'objet de certaines recherches qui sont développées chez nous, nous permet d'avoir un process totalement circulaire avec une usine à Firène qui nous permet de produire 7 ingrédients différents. Il faut savoir que dans la pétrochimie, en général, une usine produit un ingrédient. Nous, on va faire les 7 à la fois, ce qui nous amène aussi un avantage concurrentiel parce qu'on va être capable d'offrir à nos clients une multitude de produits. Et puis, en fin de procédé, on a un engrais qui pourrait retourner au sol pour recommencer un mode de production de notre matière première dans une logique totalement circulaire d'économie finalement pour notre environnement, le tout avec une diminution de notre impact et une non-consommation d'eau. Donc, le sujet, c'est vraiment qu'on va mimer un peu la nature, on va, notamment dans notre phase amont de fermentation, pour la rendre la plus efficiente possible, pour être capable de servir l'industrie. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit, comme biodéchet en fait? Parce qu'il y a Arnaud qui se pose la question, alors je la livre comme ça, où en êtes-vous des négociations avec Mitrefol, notamment sur la canne à sucre? Est-ce que vous avez prévu de vous… L'avantage d'Afirène, c'est qu'on a une capacité, par notre approche fermentaire, qui est très naturelle, de pouvoir nous adapter à une multitude de matières premières. Donc aujourd'hui, on est sur les résidus de la betterave, mais effectivement, quand on va construire une usine dans l'hémisphère sud, on est plutôt sur les résidus de canne à sucre, par exemple, mais il y a une multitude d'autres types de feedstock qu'on pourrait utiliser, de matières premières qu'on pourrait utiliser. Et aujourd'hui, on reviendra un petit peu sur les discussions avec Nipol, puisque ça concerne une prochaine usine, mais notre capacité d'adaptation en termes de R&D, en termes d'approche fermentation est très bonne pour ce type de coproduit. Je reviendrai un peu plus en détail pour répondre à cette question dans une des slides après, justement. Oui, parce que c'est vrai que la canne à sucre en France, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est plutôt dans d'autres pays. Exactement. Donc effectivement, l'enjeu avec ces 7 molécules, c'est capable d'adresser finalement tous les marchés aujourd'hui dans lesquels se retrouvent ces molécules, puisque en fait, on est un peu dans la chimie de l'invisible et on reviendra après sur des exemples d'applications. Ces molécules, on va les retrouver en alimentation animale, en alimentation humaine, en arômes et parfums, en lubrifiant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce marché global des acides organiques, c'est à peu près 15 milliards de dollars, donc c'est un marché qui est extrêmement conséquent. Et en fait, avec cette première usine et tous les contrats commerciaux qu'on a déjà été capable de signer pour plus de 165 millions d'euros finalement de contrats déjà confirmés, on adresse déjà ces 6 marchés-là, ces 6 applications-là. Et l'enjeu, pour finalement être capable de convaincre et d'engager les clients, c'est d'être capable de répondre à ce triptyque qui est extrêmement complexe dans ce monde de la bioéconomie. C'est ce triptyque d'apporter du naturel, donc notamment le biosourcé, d'apporter ce bas carbone. Et donc, on divise notre impact carbone par 5. On permet de réduire le scope 3 de nos clients. Mais le troisième point, qui est souvent compliqué de maintenir en même temps, c'est la performance. Et nous, on propose exactement la même molécule que nos concurrents pétrochimiques. Donc, on respecte le cahier des charges traditionnel de nos clients. Donc, il n'y a pas de besoin chez nos clients de changer leur process de production ou la composition de leurs produits. Nous, on respecte le même cahier des charges, sauf qu'on a des molécules avec un carbone renouvelable à l'intérieur. Donc, c'est extrêmement fort. Et le point qui est le plus important aussi derrière, c'est qu'on fait ça de manière compétitive. On est capable d'être compétitif en prix par rapport à nos concurrents de la pétrochimie, ce qui est un enjeu extrêmement fort pour être capable de pénétrer finalement ce marché. Alors, justement, il y a Bernard qui pose une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre comme ça. Quel est le prix de vente de l'acide acétique fourni par Afirène? Alors, on ne va pas donner de détails sur le prix de vente acide par acide. C'est une stratégie commerciale et c'est à nous finalement d'aller chercher les meilleurs prix au cas par cas. Ce qu'on est capable finalement d'évoquer, c'est que globalement, sur cette première usine, quand on vise un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, donc 23% venant des acides et 20% venant des engrais pour 16 000 tonnes, ça donne un prix moyen estimé qui est de l'ordre de 1 750 € la tonne d'acide, ce qui est clairement aujourd'hui le prix marché pétrochimique. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, nos projections sont basées bien sur les prix de la pétrochimie. Charge à nous ensuite d'aller vendre au meilleur prix et d'aller chercher de la valeur complémentaire par rapport à ces projections initiales. D'accord, merci. Et donc là, c'est pour donner un peu des exemples plus concrets des applications, puisque, comme je vous disais, ces molécules, c'est un peu la chimie de l'invisible, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans de très nombreux produits de la vie du quotidien, on consomme tous régulièrement sans vraiment le savoir. Donc, pour donner quelques exemples rapidement, quand on parle d'alimentation humaine,
ces molécules elles vont être beaucoup utilisées sous forme de conservateurs, par exemple dans le pain brioché. C'est clairement notre conservateur. Et donc aujourd'hui, c'est du dérivé pétrochimique qui est notre conservateur. Et donc à nous d'apporter cette solution naturelle pour remplacer. Et ça peut être aussi des arômes. Donc l'autre exemple assez intéressant, c'est typiquement la chips au vinaigre, où nos acides vont à la fois être le conservateur et le fameux arôme au vinaigre. Voilà. D'accord. On va le retrouver beaucoup en alimentation animale. Ça va accompagner le digeste, le transit des animaux. On va le retrouver en cosmétique, en arôme et parfum, également sous forme de plastifiant. Donc, par exemple, dans les branches de lunettes ou effectivement dans les plastifiants automobiles et en cosmétique ou même, par exemple, dans les vernis. Donc, en fait, les applications sont extrêmement larges et extrêmement variées. Nous, notre enjeu, c'est d'être capable de répondre à cette diversité d'applications, ce qui est aussi un gage de mitigation de nos risques, en ayant finalement un accès à ces différents marchés et ces différentes dynamiques. D'accord, donc c'est vrai que c'est vraiment très vaste. Tout à fait. Et donc finalement, pour reprendre un peu d'historique sur Afiren, d'où on part, Afiren a 12 ans, ce qui est beaucoup et ce qui est très peu à la fois quand on parle finalement de ce qu'on peut appeler une start-up industrielle, puisqu'Afiren, on s'est créé dans un labo pour développer la technologie. Et l'enjeu finalement des 6 à 8 premières années, ça a été de passer la technologie à l'échelle, donc de labo à pilote, de pilote à test pré-industriel, de test pré-industriel à construction de cette première usine. Et donc, en cela, finalement, on a été très rapide, puisqu'on a mis 10 ans, finalement, entre la création de l'Afiren et l'inauguration de la première usine, ce qui est extrêmement court pour des startups industrielles, puisque c'est vraiment du temps long d'être capable de faire ces passages à échelle successifs. Donc, on a été très efficient dans le temps, en comparaison de nos pairs, et également assez efficient d'un point de vue financier. Puisqu'au final, on avait financé à peu près 80 millions d'euros avant l'introduction en bourse, majoritairement ciblé vers cette première usine. Puis, on s'est introduit en bourse pour un peu moins de 70 millions d'euros. Donc, globalement, on a financé 150 millions d'euros pour permettre cette première usine et la préparation des prochaines. Pareil, avec nos pairs, on a pu être assez efficient dans l'argent qui nous a été confié. Charge à nous de continuer à le faire. Et donc, aujourd'hui, finalement, à Afiren, c'est à peu près 120 personnes. Plus de la moitié de cet effectif-là est basé sur le site de Carlin-Saint-Avold, Afiren-Neoxy, et le reste, effectivement, est réparti entre Lyon et Clermont-Ferrand, où est située la R&D. Voilà, en quelques mots, la présentation d'introduction sur Afiren. Alors, j'ai juste une petite question encore de la part d'Arnaud qui dit que est-ce que vous pouvez donner une idée, en fait, de l'attractivité, on va dire, commerciale que vous pouvez observer par rapport à d'autres marchés, comme notamment la nutraceutique? En fait, pareil, je veux pas éluder les questions parce qu'on va y répondre avec les slides d'après. La réalité, c'est qu'on a on a toujours une attractivité, une traction très forte. C'est ce que je disais un petit peu au début, par rapport aux besoins des industriels de verdir leur offre et d'améliorer leur empreinte carbone. Donc, on a voilà, finalement une quantité de contrats qui est très importante pour une société de notre taille, qui est même totalement unique, je pense. Et on continue à avoir beaucoup de discussions contractuelles, beaucoup d'opportunités commerciales. Voilà, donc on essaye de gérer ça de façon un peu smooth, on va y passer maintenant. Un sujet qui est de se dire il faut qu'on puisse produire de façon continue sur des volumes industriels pour servir nos clients. Donc voilà, mais c'est encourageant et on a effectivement une traction très forte. D'accord. Et la nutraceutique, effectivement, c'est le dernier contrat qu'on a pu signer. On en reviendra dans les faits marquants. Voilà, donc un point important, on voulait aussi partager du coup forcément un état d'avancement de la mise en production continue de notre usine Afiren-Neoxy. Donc on a schématisé finalement les deux parties un petit peu du procédé sur ce document, avec la partie ce qu'on appelle upstream, donc amont du process, qui est un peu le cœur du réacteur. Là, on va produire par fermentation notre performance et donc nos acides. Et puis ensuite, on va aller dans la partie finale de leur process, c'est-à-dire qu'on va les séparer, on va les extraire, et puis ensuite, on va les purifier, on va les mettre au standard du marché avec une étape bien définie, parce que nos clients, voilà, on doit finalement répondre à une qualité particulière pour nos clients et notamment ces qualités qui est aujourd'hui le standard, notamment dans la pétrochimie.
Donc, si on revient un petit peu en détail pour faire un petit point d'avancement de chaque étape, la première, effectivement, on reçoit nos matières premières. L'idée, c'est de transformer ça, de les transformer en acide par fermentation. Donc ça, on a des performances qui sont très positives et cette étape a été confirmée voilà, par de nombreuses fermentations et de nombreuses campagnes de production. Ensuite, on va concentrer un petit peu cette fermentation-là puisque ça va nous permettre d'avoir un flux qui sera un peu plus faible et ça, c'est un sujet finalement de compétitivité un peu dans la deuxième partie du procédé. Ça aussi, ça fonctionne très bien et tout ça a été confirmé. On a également, dans la deuxième étape, elle est séparée en 2 points. Là, je parlais de l'extraction. Là, on va extraire nos molécules de notre flux. Elle a été, cette partie-là nous a donné de bons résultats puisqu'on a été capable de faire de nombreux runs sur des périodes relativement longues depuis quelques temps. Qui se sont d'ailleurs traduites, et on le verra un petit peu après, par la production ensuite de molécules et de produits qui sont au spec des clients et qu'on va pouvoir livrer et qu'on a déjà livré. Et puis on a aussi encore du travail de fiabilisation sur cette partie-là parce que un process industriel se doit se piloter, les processus opératoires sont parfois assez fins à trouver, qu'on fonctionne souvent par campagne, et donc ça nécessite de trouver les bons ajustements et d'avoir un fonctionnement qui soit robuste pour aller vers une production en continu de l'usine. Et puis la dernière partie, c'est la purification des acides, c'est-à-dire que là, on va les séparer les uns des autres et on va les mettre aux standards du marché, aux standards qui sont requis par nos clients. Et ça, voilà, ça a été, c'est un process qui fonctionne bien, qui est relativement connu dans l'industrie de la chimie et qui nous a d'ailleurs permis de produire justement maintenant des tonnes de produits qu'on a pu livrer et qu'on est en train de livrer à nos clients. Donc c'est une bonne étape, c'est une très bonne étape de passer et qui est suffisamment importante pour qu'on puisse s'y attarder un petit peu. Néanmoins, sur cette étape-là, on a eu très récemment un petit sujet autour de la corrosion. Vous savez qu'on fait des acides, donc qui par définition sont corrosifs, et qui nous a amené un dysfonctionnement d'une partie d'un équipement de cette étape-là. Et même si c'est pas quelque chose de notable en termes de fonctionnement, on est comme souvent sujet et soumis au temps de livraison de de la pièce qu'on a besoin de remplacer. D'accord. Donc ça, ce travail-là a été fait par les équipes. On a voilà, ça va prendre, comme souvent dans l'industrie, un certain nombre et quelques semaines. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de remplacement, mais qui, effectivement, voilà, pour laquelle on a une solution, mais qui nous demandera quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir les installer. D'accord. Alors justement, à propos de ça, il y a 2 petites questions. Quelle est la difficulté justement des ajustements sur la séparation et purification? Je cite, c'est un peu inquiétant peut-être. C'est Robert qui pose cette question. Et la deuxième, oui, venez justement sur la corrosion. Est-ce que il n'y aurait pas une sous-évaluation générale justement de ces problèmes de corrosion, surtout donc pour la séparation? Après, comme il dit, je lis la question, 1000 ou 2000 heures de fonctionnement. Est-ce que c'est classique, c'est normal, ou est-ce que c'est pas sous-évalué? Et donc, du coup, ça pourrait entraîner peut-être des frais. Déjà, c'est précis sur le nombre d'heures de fonctionnement, c'est bien. Voilà. En fait, est-ce que c'est inquiétant? Non, la question, c'est de se dire, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Il n'y a aucune société Afiren est la société la plus en avance sur ce secteur-là. On n'a aujourd'hui pas de concurrent qui soit ne serait-ce dans une logique industrielle avancée. Mettre en place un procédé comme celui-ci, quand on est actionnaire, mais quand on est autour de la société, ça prend du temps, ça, certes, mais quand on regarde ça à l'échelle d'une société globale, on est en train de parler de pas grand-chose. La question, c'est que ce process industriel a besoin d'être étalonné. Il faut trouver les bons paramètres de fonctionnement. Il faut ensuite avoir une capacité à pouvoir respecter ces paramètres, à les encadrer. Ça passe aussi par finalement une formation et un encadrement des équipes. Et tout ça, ça prend du temps dans une logique où parfois, voilà, on démarre et puis on arrête parce qu'on a des ajustements à faire. Et donc, on a aussi des biais parfois sur notre matière première
qui amène aussi à avoir ces étapes-là qui sont voilà qu'il faut arriver à caler. Et tout ça, ça prend du temps. Néanmoins, comme je le disais précédemment, on a été capable de livrer les premières tonnes commerciales à la bonne qualité à nos clients. C'est un grand pas en avant. On n'est pas encore voilà dans un fonctionnement totalement continu. On a besoin d'un peu plus de robustesse, mais les équipes travaillent très dur pour arriver à caler ce procédé. Alors, juste pour répondre à la question, avez-vous déjà livré des acides? Alors, la réponse est oui, mais si je reviens juste à la partie corrosion aussi, avant de revenir un petit peu sur ce point-là, c'est un sujet qui est un sujet assez complexe finalement à gérer, puisqu'il dépend un petit peu de la gestion de nos différents paramètres et forcément des matériaux qu'on utilise. C'est un problème sur qu'on travaille de façon assez profonde pour s'assurer à la fois de pas finalement se surprotéger, mais aussi être capable d'avoir les matériaux qui correspondent dans de bonnes conditions. Donc c'est un sujet qui est pris très au sérieux, et aujourd'hui voilà, on a dans cette option-là finalement des solutions pour le remplacement de la partie d'équipement dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un sujet de fond qui est important et qui est et il faut savoir que notre approche biosourcée demande aussi parfois un aspect sur ces matériaux qui est un petit peu plus élargi que ce qui peut se faire dans le monde pétrochimique classique. D'accord. Alors, juste pour répondre à Michel, est-ce que la pièce que vous avez dit, donc, qui était corrodée, est-ce qu'elle a été amortie en totalité ou bon, c'est pas des pièces très importantes, c'est pas des pièces qui coûtent très cher, surtout au regard du montant de l'usine. Voilà, la question, c'est que quand on cherche à traiter ce sujet de corrosion, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve sur une étagère chez un fournisseur, donc ça nécessite un peu de temps de livraison. D'accord. Ok, merci. Et pour répondre à votre question sur la livraison, effectivement, on a livré un certain nombre de tonnes d'acide à nos clients, en plus des engrais. Alors, ça répondait à votre question tout à l'heure sur l'appétit des clients, sur le côté commercialisation de nos produits. Je rappelle, le portefeuille d'Afiren, c'est 165 millions d'euros de contrats signés. Ça représente quasiment 50 chiffres d'affaires. Je pense que, honnêtement, si on regarde autour de nous, et quand je parle de contrats, c'est des contrats véritables, c'est quand même très très rare. Je pense même que c'est exceptionnel. Donc il faut le souligner. On a l'habitude, on s'habitue un petit peu à ça, et nos clients sont fidèles, même pendant cette période de démarrage. Donc c'est aussi un point qui est très important. Et puis effectivement, la signature d'un nouveau contrat sur le marché nutracétique aux États-Unis, qui nous permet d'avoir finalement une approche aussi un petit peu diversifiée de notre offre. Et ça, c'est aussi important parce qu'on va chercher un peu de valeur avec l'aspect biosourcé qui permet de toucher des clients un petit peu différents sur des marchés peut-être un petit peu moins larges, mais qui ont un peu plus de valeur. D'accord. Bientôt des biocarburants ou pas? C'est pour répondre à une petite question. Je pense qu'on a déjà une usine à démarrer, et on a des clients à servir. On a pas mal de choses en R&D qui sont travaillées, mais je pense que le sujet aujourd'hui, c'est de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire servir nos clients qui nous ont fait confiance. D'accord, ça c'était pour répondre à Michel. Okay. Alors, je vais prendre le relais donc sur tout ce qui est développement durable. Donc tous ces clients qui ont manifesté et continuent de nous manifester leur confiance, eh ben c'est parce qu'ils cherchent des produits biosourcés et durables. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous, et donc effectivement nous on se doit d'être à la hauteur, et c'est pour ça aussi qu'on continue au niveau de la structuration de la stratégie, de se consolider année après année en termes de RSE. Donc dans les faits marquants depuis ces derniers mois, on s'est engagé de manière officielle dans le Responsible Care. Le Responsible Care, c'est le référentiel de l'industrie chimique au niveau mondial. Donc c'est un référentiel qui est porté par tous les plus grands leaders de l'industrie chimique, donc qui est robuste et qui est sérieux. Et on s'est engagé dans ce référentiel, et on est en train de bien nous mettre en place au niveau de toutes nos opérations pour pouvoir s'assurer qu'on est bien en conformité avec tous ces process. Et voilà, donc c'est en cours, je dirais, ongoing, et ça se passe très bien. Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu système de management référentiel. Au niveau de nos équipes, évidemment, sans qui on ne pourrait pas faire tout cela. On a fait notre deuxième baromètre, notre deuxième enquête employée donc cette année, avec toujours un grand succès et une immense, très très forte
mobilisation des collaborateurs avec 98% de participation. Donc ça, on en est très satisfait et en plus, ça nous donne beaucoup d'éléments d'information sur tout ce qui fonctionne bien qu'il faut qu'on poursuive et puis les points d'amélioration pour apporter de la fluidité dans nos échanges. Mhm. On a aussi donc poursuivi notre 4e évaluation extra-financière par l'organisme Etifinance avec encore une amélioration de notre score cette année où on atteint le niveau platine d'Etifinance et une note de 83 sur 100. Donc ça aussi, on en était très fiers et c'est un gage de sérieux dans la démarche. On continue évidemment. J'ai juste une toute petite Oui. question d'Alain qui aimerait bien que vous l'expliquiez juste en 2 mots, hein, ce que D'accord. signifie, parce qu'il sait pas, donc RSE, voilà. Très bien. Voilà. Alors cet acronyme, effectivement, on fonctionne trop en acronyme, vous avez raison. Ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça représente tout ce qu'une entreprise va mettre en place pour répondre au développement durable. Voilà. Donc voilà. Donc ça Donc sur les sujets d'environnement, de gouvernance, humain, environnement, humain, gouvernance, économie. Voilà. Donc Alain, c'est ça. Et ça, c'est aussi bien l'outil industriel que les employés, que tout ça. Exactement. Voilà. Et alors la gouvernance est un sujet très important dans la RSE justement, et donc au niveau de notre conseil d'administration, voilà, on a toujours un très bon fonctionnement avec le renouvellement de nos partenaires historiques et de nos actionnaires, et là avec un dialogue très étroit qui est entretenu. Une étape très importante qui a été réalisée cette année, vous avez dû voir la publication au mois de juin dernier, c'est notre premier rapport développement durable, et dans ce document que vous pouvez trouver aussi sur Internet, on raconte vraiment, on explique tout ce qu'on fait en termes de développement durable. Là, en quelques mots, c'est vrai que c'est difficile d'être exhaustif, mais vous y trouverez à la fois des éléments sur l'histoire, évidemment, d'Afiren, mais aussi tout ce qu'on fait concrètement sur l'environnement, sur l'humain, sur la gouvernance, sur la sécurité, et qu'est-ce qu'on prévoit de faire, ce sur quoi on s'engage. Ça, c'est notre premier rapport développement durable, et c'était une étape très importante pour nous, pour une entreprise de notre taille, c'est assez rare. Et en plus, on est en train de se préparer à la fameuse loi européenne sur le reporting CSRD. Et enfin, tout ça, on le fait encore une fois toujours avec nos employés. Et on a commencé à déployer des fresques du climat. C'est un outil pédagogique pour sensibiliser aux enjeux du climat. Ça commence à être bien connu, c'est utilisé. C'est une association qui porte cet outil et c'est déployé dans les entreprises, dans les écoles, un petit peu partout. Et c'est un outil très puissant. Alors, oui, juste pour répondre à Alain aussi, c'est en fait de plus en plus d'entreprises maintenant publient, c'est vrai, un rapport RSE. Il y a de plus en plus aussi de produits dérivés, notamment des ETF, etc., socialement, enfin, qui respectent ces fameuses normes ESG. Les entreprises doivent donner justement leur rapport pour faire partie ou pas de ces fameux fonds aussi. Donc, voilà, donc c'est de plus en plus d'actualité, cela sera de plus en plus. Oui, les entreprises doivent rendre des comptes à la société, mais aussi à leurs investisseurs et à leurs clients qui viennent chercher, quand ils s'adressent à des entreprises telles que les nôtres, des produits pour leur durabilité et leur performance en termes de développement durable, tout à fait. D'accord. Bon, après, j'aurais juste 2 questions pour Nicolas ou Maxime, peut-être vous aussi, mais juste après. Alors, vous voulez passer aux questions tout de suite ou on Non, c'était simplement, est-ce que vous êtes capable de produire et de livrer aujourd'hui tous les produits prévus? Question numéro 1. Et ensuite, concernant la première livraison d'acide, c'était prévu, ça a été donc effectué ou c'est prévu pour cette fin d'année? Alors, on a déjà livré des clients et on est en train d'en livrer. Il y en aura encore au mois d'octobre. Donc, oui, effectivement, c'est effectif. Les choses avancent bien. On a livré quelques dizaines de tonnes. Donc, c'est une belle étape de passer. Voilà, c'est des premiers chiffres d'affaires commerciaux, j'allais dire, de façon relativement importante puisqu'on est en train de parler de volume industriel. D'accord. Et donc, et après, pour leur répondre à Christian, est-ce que vous êtes capable de produire aujourd'hui tout ce qui est prévu? Alors aujourd'hui, notre process nous permet de produire les molécules les unes après les autres, puisque dans le procédé c'est comme ça, pour pouvoir. On commence par la première et puis on va jusqu'au bout de la chaîne.
Aujourd'hui, on arrive à produire, on a produit les premières molécules sans souci, et puis les autres sont en phase d'avancement aussi. On les a pas encore livrées aujourd'hui, mais voilà, les choses avancent normalement sur le train de production qui était prévu initialement. Donc, il n'y a pas de sujet particulier autour de ça. Mais voilà, ça nous nécessite aussi d'avoir une production plus continue avec des volumes plus importants pour aller au bout de cette production-là. Justement, c'est la question de Robert. Quand peut-on espérer une production en continu? Bah, pour le moment, donc on a déjà cette première étape qui est de remplacer l'équipement et la pièce de l'équipement qui avait fait défaut. Donc ça va nous prendre malheureusement quelques semaines. Et puis ensuite, l'idée, c'est de continuer du coup, les derniers ajustements dont on a parlé tout à l'heure sur la partie extraction pour ensuite avoir ce fonctionnement continu qu'on espère avant la fin de l'année. Aujourd'hui, voilà, le fait d'être capable de produire des dizaines de tonnes nous amène à avoir passé à une bonne étape, mais on a encore des ajustements à faire pour y arriver d'ici la fin de l'année. Donc, on reste positif, mais on reste aussi un petit peu prudent. C'est une étape qu'on a besoin de passer assez vite maintenant, mais on est optimiste. D'accord. Je reprends le flambeau pour la partie innovation. Donc, en quelques mots, évidemment, l'innovation, c'est quand même le cœur du réacteur, je dirais, et de l'entreprise. Donc, en quelques mots, on a, je pense, vous l'avez déjà bien noté, une dizaine de familles de brevets dans le monde. Et on a franchi un seuil, je dirais un petit peu symbolique, du 2 millions d'heures de fermentation réalisées en laboratoire, qui permet un petit peu de quantifier ou d'évaluer la compétence acquise durant ces années par nos équipes. Donc dans ce process de fermentation naturelle qui est une partie extrêmement importante de notre production. On continue. Donc, toujours, évidemment, nos équipes de R&D continuent d'optimiser le process, mais aussi de tester des nouveaux types de biomasse. On l'évoquait en début de webinaire. C'est vraiment une force du modèle d'Afiren de pouvoir utiliser différents types de biomasse, et c'est assez rare. Habituellement, on a un process qui est dédié à un type de biomasse, et là, ça peut s'adapter à différents types de biomasse, et donc, on continue à en tester pour pouvoir préparer des prochaines usines et développer des nouvelles chaînes, des nouvelles filières. Comme on parlait tout à l'heure de la canne à sucre, entre autres. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilise la betterave. Pardon. Oui, j'avais une petite question. Les betteraves, c'est pas dans l'Est, si? Il y a des betteraves dans l'Est? Betteraves à sucre, si. Ah, d'accord. Okay. Si, tout à fait. Et l'emplacement de notre usine, il est pas anodin. On est au cœur d'un bassin de culture de betterave à sucre, ce qui nous permet d'avoir des matières premières qui proviennent d'un rayon de 200 à 300 km. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est vraiment une stratégie de développement industriel qui nous tient à cœur. Et donc, en voulant nous déployer au niveau industriel pour servir des marchés régionaux, on va, si on veut aller en Amérique du Nord, si on veut aller en Asie, on va aller regarder quel type de gisement de biomasse il existe. Et d'où le sujet des coproduits de canne à sucre pour une usine en Asie. Donc, on a testé plus de 300 matières premières. On a déjà qualifié donc une soixantaine de familles de biomasse. Ça, c'est vraiment de la compétence et de l'expertise R&D qui est acquise. Voilà, ça reste des projets de R&D, donc toujours un petit peu confidentiel. En tout cas, c'est important de les garder. Mais on a pu communiquer récemment sur un partenariat avec le groupe Suez, qui est d'ailleurs un de nos partenaires du consortium After Biochem, sur le test, par exemple, de biodéchets organiques. Vraiment, là, c'est les biodéchets. On est en train de travailler avec eux pour vraiment les tester, voir comment ça peut fonctionner dans le process. Les biodéchets qui proviennent des biodéchets organiques qui proviennent des poubelles des consommateurs, tout simplement. D'accord. Ok. Donc, pratiquement, ça se passe comment? Ce sont les agriculteurs, ils arrivent avec leurs tracteurs et puis les betteraves et hop, ils arrivent à l'usine. Alors, pour notre usine, donc nous, on travaille, notre fournisseur, c'est un fournisseur qu'on a depuis plusieurs années, qui est un sucrier qui utilise, lui, donc il travaille avec des coopératives de betteraves à sucre. D'accord.
Et il nous approvisionne, il nous fournit des coproduits de sa propre culture. Lui, il utilise la betterave à sucre pour faire du sucre, et nous, on utilise ses coproduits. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre là, mais bon, il y a Rudolf qui demande avec quel sucrier avez-vous contracté, sur quel type de sucre, sur quelle durée? Alors, il y a un point important, c'est qu'on n'utilise pas de sucre. On l'a déjà expliqué pas mal de fois, juste pour bien comprendre, c'est important, puisque nous, notre approche, c'est pas d'utiliser une culture, c'est d'utiliser des coproduits ou des déchets pour justement, voilà, on ne veut pas rentrer en compétition avec la nourriture humaine et ça nous permet d'avoir une approche de fermentation et aussi de performance économique qui est très différente versus le sucre. Et ça, on y tient beaucoup, c'est vraiment le point central d'Afiren. Et puis, on a travaillé, Oli, on a un partenariat avec Suzuka, qui est dans le top 3, je pense, au niveau mondial, donc qui est un sucrier allemand, avec qui on a signé un contrat, effectivement, long terme. D'accord, ok. Je pense qu'on vous a déjà peut-être répondu tout à l'heure, mais il y a Christian qui se demande comment se passe la production des différents acides. Est-ce que c'est une production en parallèle, en successive ou continue, des différents acides? La production, elle se fait de façon successive. En fait, en une seule, on a une approche fermentaire où on fait ce que je disais tout à l'heure. La pétrochimie va faire chaque acide différemment, donc en parallèle les uns des autres. Là où Afiren a une approche assez différente de par sa fermentation, on va produire finalement dans le même fermenteur toutes nos molécules différentes qu'on va ensuite être capable de séparer les unes des autres. Donc, on va les produire de façon j'allais dire, ça se fait les unes après les autres. En mode continu, finalement, on est en production continue, donc on produit tout le temps toutes ces molécules-là, mais effectivement, normalement, elles se font les unes après les autres. D'accord, ok, merci. Alors, sur les éléments financiers du semestre, donc au niveau d'Afiren, donc on a eu une consommation de cash sur le premier semestre de 3,7 millions d'euros. Donc là, effectivement, on parle bien d'Afiren, la société, et je viendrai après sur l'usine Afiren Neoxy, qui est une société codétenue par Afiren à 51% et par la Banque publique d'investissement à 49%. Mais donc sur Afiren, effectivement, on a 3,7 millions de consommation de cash qui est à peu près stable par rapport à l'année dernière et qui a vocation à être stable sur la suite du semestre, qui nous amène une position de trésorerie de l'ordre de 43 millions d'euros, pardon, et avec un endettement financier qui est très faible de 4 millions d'euros. Le point, effectivement, sur cette usine, si je vais au slide d'après pour rentrer un peu dans le détail, cette usine, elle est mise en équivalence, elle n'est pas consolidée. Donc, c'est-à-dire que cette filiale, que l'on détient à 51%, elle n'est pas consolidée dans nos comptes parce qu'il a été considéré effectivement que ça ne remplissait pas les critères de consolidation. Et donc, cette société est mise en équivalence. Donc, c'est une ligne que vous retrouvez en ligne D. Finalement, on réintègre une quote-part de la perte, puisqu'aujourd'hui, Afiren Neoxy ne gagne pas encore d'argent puisqu'on est dans cette phase de démarrage, une quote-part de la perte de cette filiale que l'on détient à 51%. Pardon. Et donc, finalement, le chiffre d'affaires que l'on voit aujourd'hui chez Afiren, c'est simplement un chiffre d'affaires assez technique, finalement, de refacturation des prestations de services qu'Afiren fournit pour le compte de sa filiale, qu'elle détient à 51%, Afiren Neoxy. Donc, ce sont des prestations de services techniques, commerciales et administratifs. Et donc, ce montant de chiffre d'affaires est très mécaniquement en baisse, puisqu'on a baissé finalement un certain nombre de prestations qu'Afiren fournissait pour le compte de sa filiale Afiren Neoxy, qui est en phase d'autonomisation sur ces différentes fonctions. Juste, si vous coupez 2 secondes, sur la slide d'avant, vous avez montré le niveau de cash. Et pour répondre à Arnaud, est-ce que vous avez une ordre d'idée du cash burn attendu sur le reste de l'année pour Afiren? Oui, effectivement, j'ai évoqué sur Afiren, on prévoit un cash burn relativement similaire sur le second semestre. Le cash burn au niveau d'Afiren est relativement stable. D'accord. Et il s'établit à peu près à 7 millions d'euros sur une année. Et effectivement, et je vais rentrer après effectivement sur Afiren Neoxy, l'usine cette fois-ci. Et donc on le voit effectivement sur les dépenses opérationnelles d'Afiren, un certain niveau de stabilité entre 2023 et 2024. Et ensuite, donc ça c'est en ligne B. Et si ensuite en ligne C, une amélioration du résultat financier grâce au placement de la trésorerie,
Les taux d'intérêt ont parfois du bon. On a une trésorerie importante, donc on peut passer, qui nous rapporte. Et ensuite, en ligne D, c'est la réintégration d'une quote-part du résultat d'Afiren Neoxy, notre filiale, pour atteindre finalement un résultat net relativement similaire à celui de l'année dernière en compte de résultat. Ensuite, ce qui est intéressant, effectivement, si on va sur la slide d'après, sur la partie bilancielle, donc sur Afiren, on a finalement une structure aujourd'hui assez saine de bilan, avec donc notamment une structure en capital propre assez importante par rapport à nos passifs et une position de trésorerie très conséquente à 43 millions d'euros. Si on rentre en détail sur cette position de trésor, ce qui s'est passé, donc on a finalement la consommation de cash, le cash burn récurrent qui a eu lieu, plus effectivement des apports en compte courant d'associés qu'Afiren a apporté à sa filiale Afiren Neoxy. Afiren Neoxy a été structuré dès le début, en 2018-2019, avec un financement qui lui permettait d'être autonome dans cette phase de construction d'usine, puis de démarrage jusqu'au point d'équilibre. Et là, effectivement, le décalage du démarrage de production d'Afiren Neoxy oblige finalement à prévoir finalement un plan de refinancement pour compléter le surplus d'argent que cela consomme. Et donc, en attendant de finaliser ce plan de refinancement, c'est ce qu'on voit dans la slide d'après, Afiren, effectivement, soutient sa filiale en compte courant d'associés pour lui permettre de passer ce trou jusqu'au refinancement qui est en cours de structuration. Donc, c'est ce qu'on évoque là à ce stade. Et donc, pour bien préciser, ce plan de refinancement, c'est bien Afiren Neoxy sur lequel on travaille. Et Afiren y contribuera en tant qu'actionnaire à 51%. Mais pour cela, Afiren, société cotée en bourse, n'aura pas besoin de réaliser une opération pour accompagner ce refinancement d'Afiren Neoxy. Notre trésorerie le permet largement et ne remet pas en question la préparation des prochaines usines sur cette trésorerie. Donc, ça répond justement à la question d'un des participants qui disait est-ce qu'une augmentation de capital est prévue pour… Non. Sur Afiren, non. Sur Afiren, société cotée, non. Par contre, effectivement, au niveau de la filiale Afiren Neoxy, un refinancement est en cours d'organisation pour permettre de supporter ces besoins de financement complémentaires liés au décalage du démarrage. D'accord. OK. Voilà, c'est clair. Si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que le niveau d'investissement initialement prévu, donc on parle bien sûr de CAPEX, est-ce qu'il est toujours à peu près le même ou il a sensiblement varié? Oui, tout à fait. À ce jour, on a toujours respecté notre niveau de CAPEX qui était donc annoncé initialement de 62 millions d'euros. On reste à ce jour toujours dans ce qu'on a dépensé en dessous des 62 millions d'euros, ce qui est quand même extrêmement notable puisque c'est pas le cas quand même de beaucoup d'usines d'être capable de respecter ce programme de CAPEX qu'on avait prévu initialement. Ce qui nous coûte plus cher, c'est les OPEX puisque pendant cette phase de démarrage, on n'a pas de chiffre d'affaires qui rentre et on a des OPEX puisqu'on a des personnels sur place, on consomme de l'énergie, etc. Décalage de démarrage. Ce sont les dépenses opérationnelles, hein, c'est ça. Exactement. Voilà. Et là, effectivement, le fait de ne pas avoir de chiffre d'affaires et d'avoir décalé ce démarrage fait qu'on a besoin de rajouter du refinancement. Mais ce qui est très important, c'est qu'à ce jour, ce niveau de CAPEX reste en ordre de ce qui était prévu. Et ça, c'est extrêmement précieux, notamment pour aussi les prochaines usines, puisque c'est un étalon extrêmement fort pour déployer les prochaines usines. Oui, alors pour répondre à Hélène, le refinancement vous diluera à quelle hauteur? Le but, c'est de ne pas se diluer dans Afiren Neoxy. Afiren détient 51% d'Afiren Neoxy et le but, c'est qu'Afiren garde la majorité d'Afiren Neoxy. Les refinancements se feront à la fois en fonds propres, mais également en bas de bilan sur des sujets bancaires et dettes. D'accord. Alors, je reviens juste un tout petit peu sur les sources de biomasse pour répondre à Bernard. Enfin, voilà, il dit nouvelle source de biomasse veut dire nouveau polluant dans la soupe de fermentation, donc nouveau possible problème de corrosion. Non, alors juste pour rassurer un petit peu, merci pour la question, mais parce qu'effectivement, nouvelle matière première, ça veut quand même dire parfois des ajustements sur la façon dont on procède, dont on va gérer cette fermentation et un petit peu la partie aval, effectivement, mais ça n'a pas d'impact sur le sujet pollution, en fait, et sur le sujet, pas les polluants, mais sur le sujet corrosion, c'est pas un sujet en tant que… Donc, voilà, non, il faut être rassuré sur ce point. Et d'ailleurs, j'avais vu une question sur les sujets un petit peu
de métaux un petit peu plus solides. Effectivement, dans notre approche, on a quand même une approche de maîtrise au fil de nos coûts et de nos capex malgré tout. Voilà, effectivement, après, dans des conditions opératoires, parfois, vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de marge et de sécurité. Donc, effectivement, ça fait partie sur certaines pièces d'équipement de sujets qu'on travaille et pour justement gérer ce point-là. Donc, il y a des solutions, effectivement. OK. Juste comme ça, pour répondre à Frédéric, est-ce que vous avez prévu ou pas de racheter la part détenue par BPI? C'est pas prévu aujourd'hui. D'accord. OK, ben merci pour l'instant, c'est bon. Donc juste un petit point, et d'ailleurs ça répondra à une question qui avait été posée plus tôt sur les discussions avec Meatpol en Asie. Ouais. Donc, on rappelle que je vais en profiter aussi pour reparler du business model. À Firen, notre vocation, c'est d'être capable finalement de produire ces molécules-là et de nous installer comme leader sur ce marché. Et donc il y a des opportunités. On a dit que c'était des gros marchés, donc il y a des opportunités un peu partout au niveau mondial et avec une capacité pour nous à descendre parfois peut-être à terme avec des partenaires un peu plus loin dans la chaîne de valeur. Donc l'idée est plutôt de construire nos usines. Et donc dans ce cadre, effectivement, l'Asie et les discussions qu'on avait avec Meatpol sont justement là pour nourrir l'usine d'après. Alors on a fait le choix là de se recentrer beaucoup sur le démarrage de notre première usine et de mettre toutes nos forces puisqu'on n'a pas des forces illimitées. On a un cash burn maîtrisé, mais du coup on peut pas trop se disperser non plus. L'idée c'est vraiment de démarrer et d'avancer sur la fiabilisation du procédé dont on a parlé tout à l'heure, de produire et ensuite de pouvoir se lancer en Asie. Néanmoins, on a quand même avancé un petit peu sur les travaux de R&D et puis aussi sur un petit peu la mise en place d'une structure un peu commerciale en Asie. Donc tout ça, ça progresse. Voilà, maintenant, il faut démarrer en France pour aller ailleurs. Donc voilà. Mais l'idée, effectivement, c'est de construire et d'opérer nos usines à travers le monde. C'est ça que vous appelez build and operate. Exactement. Alors, c'est vrai que ça pose une question finalement sur notre capacité à pouvoir gérer des projets à la fois sur d'autres zones géographiques. C'est une certitude, mais ça fait justement la valeur de ce qu'on est en train de construire et de mettre en place. C'est-à-dire que nous sommes producteurs, nous sommes les seuls qui pouvons proposer ces molécules-là. Et donc ça, c'est un point qui est quand même crucial pour la valeur de la société en tant que telle. Parce qu'en fait, si je reviens un tout petit peu, les objectifs quand vous étiez introduit en bourse, en 2021, c'était de démarrer 2 nouvelles entités, je crois, de 28 kilotonnes chacune, et d'arriver à l'équilibre, c'est ça, des EBITDA en 2025. Tout à fait. Donc ça, les objectifs de déploiement de ces 2 usines sont maintenus. Et grâce au revenu, le retard de démarrage de Noxy fait qu'on décale d'autant finalement, hélas, cet objectif. Mais c'est toujours ça la vision. Aujourd'hui, les 2 projets qui sont, on va dire, dans les starting blocks, prêts à accélérer une fois qu'on a finalement stabilisé le démarrage de production d'Afiren. Et donc finalement, on a une vision totalement fine et arrêtée sur le process. Et donc, on peut lancer des études d'ingénierie parce que avancer sur ces projets tant qu'on n'a pas finalisé le démarrage de cette première usine risquerait de faire 2 fois les travaux, de coûter 2 fois plus cher et de perdre 2 fois plus de temps. Donc, il est important d'avoir bien ce retour d'expérience de cette première usine avant de vraiment accélérer sur les 2 prochaines, même si, comme le disait Nicolas, on prépare ce qu'on peut préparer, les sujets de terrain, les sujets de partenariat, les sujets commerciaux, etc. Et donc, les 2 projets qu'on prévoit ensuite, c'est donc l'Asie, avec ce projet thaïlandais avec notre partenaire, et l'extension d'Afiren Noxy, puisqu'on voit déjà qu'on a nos besoins européens qui sont notre première usine de 16 000 tonnes ne suffit pas à répondre aux besoins européens. Et on voit qu'il y a un vrai intérêt commercial et également opérationnel et également financier à envisager une extension de capacité de cette usine dès lors qu'elle aura démarré. D'accord. Ça ne s'arrêtera pas là, puisqu'on a aussi le marché nord-américain en tête et on regarde des projets là-dessus. Mais ça viendra sûrement dans un second temps. Et notre objectif, c'est bien de viser ces 3 usines à moyen terme. Une fois de plus, c'est pas la fin en soi. Il y aura d'autres usines qui viendront après, mais c'est un objectif important parce que ces 3 usines, c'est ce qui permettra d'avoir une pleine rentabilité d'Afiren en tant que groupe. La première usine d'Afiren Noxy, le but, c'est de montrer qu'on peut avoir une rentabilité sur une usine et qu'on peut avoir une usine rentable en tant que telle. Mais cette première usine ne permettra pas au groupe
d'être rentable parce que on continue d'investir, de préparer la suite et on consomme de l'argent. La deuxième usine nous permettra d'avoir un équilibre financier en tant que groupe. Et la troisième usine, le but, c'est que vraiment, ça nous apporte une vraie profitabilité. Et ensuite, c'est de continuer à se déployer, mais sur la base d'une société pleinement rentable. Donc, je pense que vous avez répondu, mais donc, normalement, l'usine Afiren Neoxy va s'agrandir. C'est l'objectif. C'est bien l'enjeu. C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Les projets industriels, il faut aligner tous les feux verts pour être capable de lancer. Et on le sait parce que cette première usine, déjà, Afiren Neoxy, c'était beaucoup de sueur pour arriver à aligner tous les sujets. Mais aujourd'hui, c'est bien notre ambition. Ouais. C'est bien notre ambition. D'accord. Et donc, c'est bien ce qu'on a remis là-dedans. Donc, effectivement, force est de constater qu'on doit ajuster le timing de cet objectif de 3 usines, puisque on a besoin de ce retour d'expérience sur Afiren Neoxy. Mais c'est bien ça l'objectif, c'est bien toujours de se déployer ces 3 usines qui permettront 3 usines d'avoir un chiffre d'affaires cumulé sur ces 3 usines de plus de 150 millions d'euros et de viser une marge d'EBITDA au niveau groupe de l'ordre de 30%. C'est bien ça notre objectif. D'accord. Et juste, effectivement, je reviens en 2 secondes, mais pour bien évoquer qu'on a aussi beaucoup d'autres enjeux qui se déclinent, puisqu'à Afiren, on évoque toujours quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on déploie, mais au final, on a aussi beaucoup d'éléments qu'on a vocation à pouvoir communiquer et partager, que ce soit sur la commercialisation de cette première usine, mais des prochaines usines, sur les partenariats. On a évoqué le partenariat Suez, mais on en a d'autres discussions, tous nos sujets de R&D et d'innovation, puisque le but, c'est de toujours prévoir un peu la suite et de pouvoir communiquer avec le marché, tous ces avancées en parallèle. Alors, il y a juste un thème qu'on n'a pas abordé. Il y avait une question en début de webinaire sur notamment les concurrents. La concurrence avec d'autres acides biosourcés. Alors moi, j'ai juste relevé qu'en France, il y avait une société qui s'appelait Avantium, qui est un peu dans votre secteur. En Allemagne, il y a aussi Brain Biotech, qui est assez costaud, une grosse boîte. Donc, voilà. En fait, on n'a pas pour répondre à cette question, merci aussi de la poser, parce que c'est important, je pense, puisqu'on parle de nos forces là, de pouvoir poser un petit peu le sujet. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents au niveau mondial. On est les plus avancés. Et sur les sociétés que vous venez de citer, ils font pas du tout les mêmes produits que nous. Et d'ailleurs, il y a peu de sociétés industrielles aujourd'hui, de start-up industrielles, qui sont aussi avancées qu'Afiren. Avancées, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une usine qui a été construite, qui a été préparée au niveau industriel, qui a été construite et qui est en train d'être démarrée. Toute cette phase de démarrage qui suscite beaucoup de questions et qui font partie finalement de cette aventure industrielle qui est parfois un petit peu frustrante, mais qui fait partie justement de cette phase de maturation importante pour déployer un procédé industriel. C'est du temps et c'est aussi de l'argent. Donc ça, c'est un asset très très fort et aujourd'hui on est en avance par rapport à beaucoup de concurrents au niveau mondial. C'est aussi d'être capable finalement d'avoir, on l'a vu là, effectuer nos premières livraisons commerciales. C'est une belle étape de passer. Encore une fois, il reste un petit peu de travail de fiabilisation, du travail justement pour arriver sur cette production continue de façon stable. Mais en tout cas, c'est une belle étape qui a été passée depuis l'été. C'est une R&D qui est aussi efficiente, qui nous permet d'envisager d'autres produits, mais aussi de pouvoir travailler avec des partenaires pour aller faire d'autres produits ou d'autres molécules, voire de travailler en amont sur les matières premières. Et puis, c'est un carnet de commandes, on l'a dit tout à l'heure, qui est significatif. Je rappelle, 165 millions d'euros de contrats signés avec des clients qui sont là, qui sont intéressés, qui nous soutiennent. Je pense que c'est très rare aussi. Donc, c'est aussi une valorisation et un asset très fort d'Afiren dans cette période aussi de démarrage. Et puis aussi, c'est une trésorerie solide qui nous permet d'envisager les travaux nécessaires, comme on a pu le faire cet été, par exemple. On parlait, et Maxime a répondu sur l'aspect CAPEX, mais c'est aussi notre capacité de pouvoir ensuite nous projeter et de gérer cette période-là de façon sereine. Donc voilà, des valeurs fortes, des produits qui sont très demandés par les clients, un projet qui avance, certes qui a pris un petit peu de retard et qui prend un peu plus de temps que ce qu'on aurait même souhaité, mais ça fait partie finalement de ce cheminement industriel qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, et c'est ça les assets d'Afiren, une société qui est très en avance par rapport à ce qui se fait au niveau mondial. D'accord. Alors juste, vous prévoyez une rentabilité, vous pouvez pas être précis, je pense pas, mais vers quand à peu près une rentabilité d'Afiren pour quel horizon?
Alors, le premier point, c'est la rentabilité de l'usine. C'est ça le premier objectif, hein, c'est de montrer que l'usine à Firenoxy atteint ce point de d'EBITDA neutre. Le but, c'est de l'atteindre courant de l'année 2025, donc sur la base d'une montée en puissance de la production. Donc là, le but, c'est déjà d'atteindre une production continue, puis de monter jusqu'à un point d'équilibre avant d'atteindre la pleine capacité. Ce point d'équilibre, on vise de l'atteindre en 2025 et ça sera un jalon important puisqu'on aura montré que voilà, déjà, l'usine en tant que telle atteint ce point d'équilibre. Après, au niveau d'Afiren globalement, ça nécessitera effectivement le démarrage de production et la montée en puissance de la deuxième usine. D'accord. Et du coup, les revenus… Exact, on communique, c'est que on aura 3 usines en 2028, dont au moins 2 en production. Donc effectivement, c'est un ordre de grandeur qui paraît cohérent. D'accord, ok. Alors, je ne voulais pas encore poser, mais vous vous en doutez un petit peu, et puis il y a eu 2-3 questions là-dessus. Au niveau du cours de bourse, ce soir, ça a clôturé à 2,67 €. Bon, vous avez été introduit en octobre 2021, premier jour de cotation, c'était le 1er octobre à 8,02 €. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit commentaire simplement? Il n'y a pas grand-chose enfin, c'est pas forcément à nous de commenter ou de faire une recommandation. Oui, après, la bourse, c'est qu'il y a 2 choses qu'on peut dire là-dessus. C'est que, oui, il y a ce sujet de retard au démarrage qui a forcément joué. Malheureusement, il y a eu aussi beaucoup d'autres facteurs exogènes. Et quand on voit finalement tous nos comparables et l'écosystème, on voit qu'il y a eu clairement un dégonflement d'un certain nombre de valorisations. Et on n'est pas une exception là-dedans. Maintenant, ce qui est important, et c'est intéressant aussi de voir cette slide, c'est de rappeler tous nos fondamentaux, qu'on voit aujourd'hui une valorisation aux alentours de 65 millions, 70 millions d'euros. Effectivement, et nous, en face, effectivement, on a une position de trésorerie à 43 millions d'euros. On a une usine qui a été livrée, qui a coûté 62 millions d'euros. On a une technologie qui est prête à être dupliquée. On a 165 millions d'euros de carnet de commandes. Voilà. Je laisse aux analystes le soin de faire les calculs. Alors, c'est pour répondre à François, dans votre présentation, vous dites qu'il y aura 3 usines en 2028, 2 en production continue. Donc la troisième, elle sera en travaux, ce sera un mode de production différent ou ce sera… Ouais, exactement. Elle sera en phase le but, c'est qu'elle sera en phase de démarrage. Mais le but, c'est pas forcément encore en production continue. D'accord. Alors, je retrouve plus trop la question, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi vous ne travaillez pas avec des licences plutôt que… C'est pas notre modèle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas notre modèle parce qu'on pense que construire nos propres usines et rester maître de cette production biosourcée qui est totalement unique apportera à terme de la valeur à la société. Voilà. Et puis, on sait tous que le mode de licence n'est pas un mode facile à gérer non plus. Donc, voilà. Après, dans la vie, on ne sait jamais, mais c'est notre business model est plutôt celui-ci. Ouais. D'accord. Ok. Bon, je vois que le temps passe assez vite. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en binaire. Aux États-Unis, allez-vous profiter de l'Inflation Reduction Act? Alors, on a travaillé un petit peu sur ces sujets. C'est pas forcément très simple parce que parfois ça se joue au niveau des États. Il faut parfois, pour aller un peu loin dans les discussions, bénéficier, avoir un projet qui soit un peu plus proche d'aboutir. Bon, ça fait partie des choses qu'on regarde. De toute façon, quand on regarde une implantation d'usine, finalement, on a notre empreinte environnementale qui compte beaucoup. Et puis après, l'aspect financement est aussi important. Donc, on regarde aussi en fonction des sites et des endroits, à la fois la performance économique, j'allais dire des utilités, du type de matières premières, et puis aussi les aides qu'on peut obtenir pour faire le meilleur choix. Donc, pour le moment, on n'est pas encore tout à fait là, mais ça pourrait être une option. D'accord. Mais ça se passera toujours de la même façon, c'est vous construisez une usine pour produire. C'est pas un rachat d'une autre entreprise ou… Non, c'est compliqué de racheter une entreprise. Ça nécessite de réajuster l'existant d'un process industriel qui est assez différent du nôtre. Le nôtre est assez particulier. C'est ce qui fait aussi notre spécificité. Donc, c'est parfois c'est mieux de construire la maison directement plutôt que de mettre un neuf. Ok. Bon, je vois que pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres questions. Je regarde un tout petit peu.
Non, je pense je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Donc, en attendant, je ne sais pas si vous avez peut-être, comme ça fait une petite heure que nous sommes ensemble, vous avez un petit mot de la fin. Déjà, je voulais remercier les personnes qui ont participé à cette présentation, les remercier pour leurs nombreuses questions. J'espère qu'il y en a eu beaucoup. Sachant que voilà, on avait par exemple cet été organisé une visite de l'usine, donc on essaye aussi de donner la possibilité d'en savoir un petit peu plus sur la société. Et puis le point important, je l'ai dit, on est dans cette phase de fiabilisation de l'usine pour être capable de démarrer vraiment de façon très continue maintenant notre production. On a franchi une belle étape. Il reste encore des difficultés, quelques challenges qu'on essaye d'avancer assez vite. Et la dernière semaine nous a amené 2-3 imprévus complémentaires, mais qui font aussi partie de cette étape-là. Et Afiren reste terriblement bien positionné avec une forte traction au niveau commercial. Donc maintenant, il faut passer cette étape pour transformer l'essai et puis on progresse de mois en mois. Alors pour les personnes qui aimeraient voir comme ça l'usine en vrai, entre guillemets, j'ai cru voir qu'il y avait eu un reportage fait par BFM TV le 13 septembre voilà, sur l'usine Neoxy à Saint-Avold. Donc j'invite les participants éventuellement à aller voir le replay. Comme ça, ils auront un peu une image de la société en live avec vous, Nicolas, je crois, qui avait été interviewé. Voilà, donc je rappelle aux participants que Afiren, le mnémonique, c'est A-L-A-F-Y. Bon, je pense que les personnes qui ont posé des questions sont, je pense, déjà actionnaires de l'entreprise. Voilà, donc c'est une action éligible au PEA et PEA-PME. Voilà, donc je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Il est 19h03. Est-ce que peut-être un dernier petit mot pour les actionnaires, Nicolas ou Maxime ou Caroline? Merci pour votre soutien. Ok, bon, ben voilà. Écoutez, on va clôturer ce webinaire. Merci Nicolas, merci Maxime, merci Caroline, merci à tous les participants qui sont restés très nombreux encore jusqu'à la fin de ce webinaire. Merci pour toutes vos questions. Voilà, les Nicolas, Maxime et Caroline ont répondu à tout. Donc théoriquement, je pense que j'en ai omis aucune. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis peut-être à bientôt, Maxime et Caroline. Merci à toutes, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.